Voilà, donc je viens de lancer la diffusion de cette session. On va se donner encore 2 minutes avant de démarrer. Je vois que les participants arrivent doucement, mais sûrement. Donc, on va se donner quelques minutes avant de démarrer. Voilà, je vois que les participants arrivent progressivement. Je vous propose de patienter encore 2 minutes avant le démarrage de cette session de la formule d'Atlampol sur la constitution d'équipe et l'attraction des talents, l'identification et l'attraction des talents. Bien, si vous le voulez bien, nous allons démarrer. On va, comme d'habitude, respecter les horaires. Et on va démarrer précisément à 11 h. Il est 11 h. Pour pouvoir terminer dans les temps à 12h30. Donc, merci pour votre ponctualité. Et merci à nos intervenants de ce jour qui sont assez nombreux. Ils sont 6 avec une parité qui est respectée entre hommes et femmes. Et on va parler de sujets RH aujourd'hui. Donc, la formule, vous connaissez le principe, un rendez-vous mensuel, en ce moment en format webinar, mais qui reprendra en présentiel dès le mois de juin. Voilà, donc le mois prochain, voilà, on parlera de transition énergétique et des outils de financement pour les entreprises qui sont concernées, qui innovent dans ces domaines avec les aides de l'ADEME et les aides de l'IFP Énergie Nouvelle. Donc, ça sera le 29 juin à la même heure, mais en présentiel cette fois, et ça sera au Palace à Nantes. Voilà, donc les formules d'Atlampol, c'est toujours un cycle de rendez-vous organisé avec les partenaires de la formule, donc CIC West, Inextinso, Ypsilon et Partema, avec qui on construit ce programme. Aujourd'hui, sujet RH, pour accompagner le développement des entreprises innovantes et qui ont de l'ambition, eh bien, la constitution d'équipe est un sujet majeur, que ce soit des équipes d'associés, que ce soit des équipes de collaborateurs salariés. Et sur ce sujet, on vous propose de partager des expériences et puis de s'inspirer de bonnes pratiques. Donc, nous avons réuni 6 personnes, 6 intervenants. Guylaine Duisit d'Atlampol, donc merci d'allumer vos webcams, vous intervenants. Guylaine Duisit d'Atlampol qui nous parlera de la spécificité des entreprises deep tech et les questions de constitution d'équipe et de détection des talents.
Karine Gandon, consultante à l'APEC. Donc Karine, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille avec l'APEC. Beaucoup d'expérience en matière d'accompagnement des entreprises. Et puis, j'ai demandé également à Karine, en guise d'introduction tout à l'heure, de nous brosser un petit peu la conjoncture. C'est quoi la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on observe sur le territoire en matière de tension et en matière d'emploi en particulier? Jérôme Guéret, directeur général de Go Capital. Alors, que vient faire un investisseur sur ce sujet? Eh bien, on écoutera Jérôme sur le sujet. On ne va pas parler financement, mais je crois savoir que l'équipe, la constitution de l'équipe est un sujet important pour un investisseur, évidemment. Et c'est non seulement quel est le point de vue de l'investisseur, mais aussi quelle est l'action de l'investisseur dans le domaine de la constitution d'équipe, de la détection des talents. Voilà, donc on aura le retour d'expérience de Jérôme Guéret et puis son regard sur les deux entreprises témoins d'aujourd'hui. Également Karine Meunier-Broine de Nantes-Saint-Nazaire Développement. Alors, Karine, deuxième Karine, à Nantes-Saint-Nazaire Développement, tu t'occupes notamment d'une action spécifique pour attirer des compétences dans le numérique. Voilà, c'est évidemment un sujet. Le numérique, c'est un domaine en tension et c'est un travail qui est mené en partenariat avec la cantine numérique notamment. Ça fait intéressant de savoir ce qui se fait dans ce domaine. Voilà, et deux entrepreneurs. Merci de donner un petit peu de votre temps à Atlampol et la communauté des entreprises innovantes du territoire. Donc Vincent Perrier, bonjour, de Nextflow. Donc on parlera évidemment avec Nextflow de software, d'édition logicielle dans le domaine des écoulements de fluides. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'une entreprise de ce domaine numérique, deep tech, ben voilà, quelles compétences elle recherche, comment fait Vincent pour identifier des talents et constituer son équipe et la faire grossir. Même question sera posée à Sylvain Picot, dirigeant d'ICEP. Avec ICEP, on est dans les medtech. Et on est dans le domaine de la séparation des composants du sang avec des systèmes d'autotransfusion. Alors, on est dans le domaine médical, mais on a besoin de différentes compétences dans l'équipe. Là aussi, quelles sont les pratiques d'ICEP et éventuellement les difficultés rencontrées par ces dirigeants dans la constitution d'équipe. Voilà. Si vous le voulez bien, on va démarrer. On va démarrer avec, je vais passer la parole, comme prévu, à Karine Gandon de l'APEC pour qu'elle nous présente une situation, tout d'abord, sur qu'est-ce qui se passe sur le territoire en ce moment. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Alors, pour ma part, très bien. Bonjour à tous. Voilà, parfait. Et merci beaucoup à Atlampol et à toi, Bernard, d'avoir convié l'APEC. Alors, quelques mots peut-être sur l'Association pour l'emploi des cadres. Hein. Nous sommes, comme notre nom l'indique, une association. Nous sommes paritaires. Nous avons quatre missions particulières. La première, c'est d'être observatoire du marché et du marché cadre. Et donc, je vais vous partager dans un tout petit instant quelques études que nous avons sorties il y a quelques semaines, quelques mois. Notre deuxième activité, c'est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômés dans leur carrière, et notamment les personnes qui sont en poste et qui anticipent la prochaine étape professionnelle.
Troisième activité, c'est celle d'accompagner les dirigeants et les RH dans leur management RH et notamment en matière de recrutement et notamment les TPE-PME qui sont les entreprises les moins staffées en RH. Et puis quatrième activité, c'est la mise en relation, faire en sorte d'être le marché des compétences cadres et de faire en sorte qu'une entreprise qui recherche un cadre passe par nous et qu'un cadre qui recherche une entreprise passe également par nous. Je vous ai remis quelques chiffres clés au sujet des entreprises. Nous faisons un focus particulier sur les TPE, PME. C'est aussi pour cette raison que ça me paraissait pertinent de participer aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, nous avons sorti il y a quelques semaines la prévision des recrutements cadres pour 2021. Alors, les chiffres ne sont pas forcément très clairs. Sachez que vous allez retrouver toute cette étude. Je vous ai mis les liens URL pour retrouver ces études. Ce qu'on peut se dire, c'est que, sans surprise, 2020 a été une année noire pour l'emploi et en particulier pour l'emploi des cadres. Nous n'avons pas été épargnés. On enregistre un moins 19% en matière de recrutement cadre en 2019. Mais pour autant, 2021, on voit qu'il y a une embellie qui arrive puisque on devrait avoir une orientation à plus 8% de recrutement cadre par rapport à 2020. À noter que la région Pays de la Loire se maintient très bien. J'ai fait un focus sur votre droite sur les chiffres. On devrait recruter un peu plus de 11 000 cadres cette année sur notre territoire. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller plutôt voir sur notre territoire, donc sur le slide suivant, les métiers les plus recherchés dans la région. Alors, sans beaucoup de surprise. Voilà, les 3 premières lignes parlent d'elles-mêmes. Hein. Exactement. Donc là, on a fait un focus sur les premiers mois de 2021. On a regardé les offres diffusées par l'APEC et on voit très bien que le premier secteur qui tire tout l'emploi, c'est effectivement l'informatique. On s'aperçoit que le deuxième gisement, on va dire, de compétences recherchées, ça va être tout ce qui va concerner le commercial au sens très large. Et puis, bien sûr, pratiquement à égalité également, tout ce qui va concerner la R&D. Donc là, on voit aussi d'autres métiers en tension. Je pense notamment au métier de la comptabilité. Je pense également au métier de l'ingénierie de travaux, production industrielle. Tout ça sont également des métiers qui sont réputés en tension aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai mis la part des entreprises maintenant qui éprouvent des difficultés, parce qu'on se dit qu'il y a effectivement une montée du chômage, mais ça n'empêche pas que les difficultés persistent, les tensions persistent. Et en décembre 2020, les entreprises nous disaient qu'à 66% d'entre elles, elles éprouvaient des difficultés de recrutement. Et les principales difficultés de recrutement résident dans le faible nombre de candidatures ou de profils disponibles, donc un problème de volumétrie. Deuxième problème, c'est l'identification des candidats possédant les compétences recherchées. Donc là, on interroge véritablement les canaux de recherche. Et puis le troisième point, c'est le décalage, donc en termes plutôt de qualité, entre les candidatures reçues et les profils recherchés, où là, on est tenté aussi de rechercher le mouton à 5 pattes et effectivement, le marché ne nous fournit pas forcément ces compétences à la fois très pointues et très spécifiques. Alors, je me suis intéressée également pour cette présentation aux moyens utilisés par les PME. Donc là, c'est une étude qui date de 2020 que je vous propose. Les moyens utilisés par les PME pour obtenir des candidatures lors de leur recrutement de cadres. Donc, nous avons interrogé 600 entreprises de moins de 250 salariés et sans surprise, on s'aperçoit sur ce graphique qu'effectivement, les recherches sont multicanaux, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va rechercher un cadre va prendre entre 4 et 5 canaux différents et on voit bien que c'est l'offre d'emploi qui est largement utilisée, mais très vite, les réseaux de contacts personnels ou professionnels arrivent. On sait très bien qu'il y a également les réseaux sociaux professionnels, que ce soit en diffusion d'offres ou en sourcing pur, sont également une source de candidature extrêmement importante. Donc ça, ce sont les canaux utilisés. Si on s'intéresse maintenant au slide suivant sur l'efficacité de ces différents canaux, Bernard, je veux bien que tu
Voilà. Là, c'est une étude qui porte sur l'efficacité, qui reprend à gauche l'efficacité des offres d'emploi et à droite l'efficacité des réseaux de contact. Eh bien, on s'aperçoit, et notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, eh bien que l'offre d'emploi a permis de recruter un cadre à hauteur de 32% et que le réseau de contact a aidé l'entreprise à recruter à hauteur de 33%. Donc, si on fait le lien entre l'efficacité de l'offre du réseau, on s'aperçoit que le fait de diffuser une offre d'emploi et de réseau de contact va permettre à l'entreprise à hauteur de 65% de recruter. Donc, Bon. le premier conseil qu'on peut se donner, c'est effectivement ce multicanal, une offre d'emploi pour développer sa visibilité et puis le développement aussi de ses réseaux, de son réseau pour recruter. Oui, ce que je comprends, Karine, c'est que les PME de taille modeste, inférieure à 50 salariés, utilisent autant l'offre d'emploi que le réseau, et même le réseau revêt une Alors, importance supérieure. Alors, c'est pas qu'elles utilisent, c'est que là, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que c'est le canal qui a permis de recruter. Le canal D'accord. qui a permis de recruter, donc là, on est pratiquement à la même hauteur, hein, un peu plus de 30% à chaque fois. 30%, l'entreprise de moins de 50 a recruté via l'offre d'emploi et à 33% via son réseau de D'accord. contact. Et plus l'entreprise est petite et plus le réseau Exactement, c'était effectivement a ma un impact. conclusion. D'accord. Exactement. Ok. Donc, je pense que c'est vraiment cette concordance entre la visibilité qu'offre l'offre d'emploi et la qualité du réseau du dirigeant, des personnes dans l'entreprise qui permet effectivement d'accéder le plus facilement possible au recrutement. Sachant qu'un recrutement aujourd'hui, on est sur une durée de 9 semaines en moyenne pour recruter. Ok. Merci beaucoup pour ce petit panorama qui est très parlant. Euh, alors, sachez que je ne l'ai pas dit en On voit introduction, encore mon mais écran. Oui, oui, pardon, on oui. voit encore mon Euh, écran, voilà. Voilà. Sachez que vous retrouverez tous ces documents, hein, ils vous seront mis à disposition. Donc, voilà, n'ayez pas peur. S'il y a des informations que vous ratez, vous pourrez les retrouver par la suite. Ce que je vais proposer, c'est de passer la parole à Vincent Perrier de Nextflow et puis Sylvain Picot également d'ICEP pour avoir la vision, le retour des entreprises par rapport à ces sujets, par rapport aux problématiques qui ont été avancées. On va commencer par Vincent peut-être. Vincent, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton métier, l'activité de Nextflow Software et puis combien vous êtes aujourd'hui et quels sont vos besoins de recrutement, comment ça se passe? Oui, absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, en ce qui me concerne, je suis le directeur général de Nextflow Software, qui est donc une start-up du numérique deep tech, issue de la recherche. C'est un spin-off de technologie issue de l'École centrale de Nantes. Donc, la société a été créée en 2015. Particularité, je ne suis pas le fondateur, donc j'ai moi-même été recruté par le fondateur pour prendre en main cette société, sachant, voilà, je dirais que c'est ma troisième startup en tant que dirigeant à différents postes. J'ai été fondateur ou pas, j'ai été associé ou pas, et à différents postes de dirigeant. Donc, j'ai été amené à être recruté, à recruter et à prendre, je dirais, en compte différentes situations, différents éléments. Notre activité, c'est donc le développement et la commercialisation de logiciels, de simulation numérique en mécanique des fluides. Ça pourrait paraître un petit peu compliqué. Concrètement, on aide les concepteurs de produits et de systèmes industriels dans lesquels il y a des écoulements de fluides. Hein. Donc, pour faire simple, un avion qui vole
c'est des écoulements de fluide. Un bateau qui navigue, c'est des écoulements de fluide. Un moteur électrique qui est refroidi par huile, c'est aussi des écoulements de fluide. Donc, on va travailler avec des grandes entreprises, des grandes sociétés industrielles, avec leurs bureaux d'études, pour simuler les écoulements de fluide dans leur système et leur permettre d'optimiser la conception de ces systèmes. Donc, pour un avion, faire en sorte qu'il vole le plus efficacement possible, pour le bateau qu'il navigue le plus efficacement possible, et pour que le moteur électrique qu'il soit refroidi et que sa durabilité soit optimisée, son efficacité aussi. Voilà, donc c'est en ce qui nous concerne, en termes de profil et de recrutement, on a, je dirais, différents grands domaines. On a évidemment les personnes à la R&D avec deux profils, des scientifiques, donc ce sont des physiciens qui sont spécialistes en mécanique des fluides, mais qui font aussi du développement logiciel. À côté, on a des professionnels de l'informatique pour les accompagner, pour prendre en charge aussi des produits, des infrastructures, tous les aspects génie logiciel de notre métier. Ensuite, il y a toutes les fonctions support, dont la direction générale, administration, finance, RH, marketing, communication, etc. Et enfin, les fonctions commerciales, avec la particularité dans notre domaine, c'est une vente extrêmement technique, donc la plupart des fonctions commerciales sont assurées par des personnes qui ont une formation d'ingénieur, ce qui rend le recrutement assez challenging, on va dire, dans un certain sens. Vous êtes en croissance, c'est combien de collaborateurs à trouver en 2021, par exemple? Alors, quand je suis arrivé il y a 3 ans, on était aux alentours d'une dizaine. Aujourd'hui, on est 26. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de la croissance de Nextflow, qui a été aidée par une levée de fonds avec GoCapital, notamment en 2020. Voilà, où je dirais il y a eu une première étape de renforcement de l'équipe R&D, puisque je dirais avant levée de fonds, on est passé d'une technologie à un produit. Et après la levée de fonds, le focus a été fait sur les fonctions commerciales et marketing et communication pour développer la commercialisation des produits et aussi aller à l'international. La particularité de Nextflow, c'est que nous travaillons avec des grands groupes. Notre marché numéro 1, c'est l'automobile. On travaille avec les constructeurs, les équipementiers. Donc, en France, quand vous avez fait le tour de Stellantis, ex-PSA, Renault et Valeo, voilà, vous devez aller tout de suite après en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Corée, au Japon. Donc, l'international est, je dirais, pris en compte dans le déploiement commercial dès le premier jour. Et il s'agit de trouver les bons profils aussi pour… Alors, les bons profils, voilà. Comment vous faites pour les trouver? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de concurrence sur le territoire? Là, on parle de l'agglo nantaise. Hein. On sait que dans le domaine des recherches de développeurs, il y a quelques acteurs et de plus en plus de gros acteurs. On voit Doctolib qui arrive, on voit la SNCF, la Poste qui arrive avec des besoins importants, et puis des startups qui marchent bien et qui se développent fort, Shopopop, iAdvice, etc. Donc, comment faites-vous pour détecter des talents encore disponibles ou les faire venir chez vous? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Après, la particularité de Nextflow Software, on va dire, on fait du logiciel un peu plus classique. On n'est pas une plateforme numérique, on ne fait pas encore de développement web. Donc, on ne va pas rentrer en concurrence avec la plupart des sociétés que tu citais. Par contre, voilà, on a quand même des profils très, très recherchés. Je dirais que pour les profils scientifiques, on a la chance d'avoir un vivier de ressources qui est l'école centrale et les étudiants et les thésards
on va dire, qui passent par le labo et qu'on peut ensuite intégrer au sein de l'entreprise. Ça, c'est un très bon moyen d'assurer, je dirais, la croissance des équipes R&D scientifiques et je dirais aussi la réputation et l'ensemble des publications et tous les travaux de recherche qui ont été faits par l'entreprise et par le laboratoire sont aussi des éléments qui attirent fortement les profils scientifiques et qui peuvent venir du monde entier. Je dirais que aujourd'hui, être une petite entreprise à Nantes ne pose pas problème pour recruter non seulement des personnes d'autres régions de Nantes, mais d'autres pays du monde. Pour les profils informatiques, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je dirais, on a des profils très spécialisés sur lesquels on a eu du mal, mais je pense que toutes les entreprises du monde ont beaucoup de mal. Sur d'autres, paradoxalement, ça s'est fait assez facilement pour nous. Je dirais ce qui est la clé, il y a plusieurs éléments. Je pense que la chance d'avoir un domaine scientifique, technologique très attractif, le fait de mettre en avant, de travailler sur des technologies vraiment à la pointe. Donc, par exemple, nous, on fait du C++ moderne, très avancé, qui intéresse beaucoup de développeurs et qu'on ne trouve pas forcément partout dans l'agglomération ou même dans d'autres entreprises. Le fait, voilà, d'avoir un projet d'entreprise attractif, d'être une petite entreprise, tous ces facteurs-là et le fait aussi d'être à Nantes, qui est une ville attractive, tous ces aspects-là contribuent, nous ont permis de recruter finalement assez facilement les développeurs. Il n'y a pas de difficulté, pas de point dur, pas de… Quelques points durs sur des profils. Avouez-nous que tout n'est pas si rose. Non, quelques difficultés sur des profils très pointus. Par exemple, en simulation numérique, il y a un élément important qu'on appelle le calcul haute performance, puisque nos simulations elles tournent sur des supercalculateurs. Et là, un spécialiste HPC et un profil très compliqué, très recherché. Donc là-dessus, on peut avoir un petit peu plus de… Alors, juste rapidement, comment tu fais pour chercher un profil, un mouton à 5 pattes? Il n'en existe pas énormément sur le marché. Tu t'appuies sur des cabinets spécialisés, des chasseurs de tête. Tu as une politique de rémunération qui écrase la concurrence. Quels sont tes moyens d'action? Ça dépend aussi du profil que l'on recherche. Là, j'ai parlé uniquement des profils techniques, mais je dirais rapidement, je me suis entouré d'un profil type CFO qui était très important pour m'épauler, puis ensuite pour accompagner le développement commercial international d'un VP Sales. Et là, ça a été de l'approche directe, du réseau, parce que ce sont des personnes qui sont amenées à être au CODIR. Souvent, le fondateur, l'investisseur sont aussi partie prenante dans ces recrutements. Il faut pouvoir évoluer en toute confiance avec ces personnes-là. Et c'est une question d'hommes et de femmes. Il faut s'entendre parfaitement avec ces personnes-là. Donc, on y fait très attention. Et si l'approche directe ou le réseau ne suffit pas, on va passer par des recruteurs spécialisés dans ce genre de profil assez haut niveau. Après, pour d'autres profils, on passe classiquement par des annonces. Nous, ce qui marche bien et qui, je dirais, nous rapporte le plus de candidatures, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est LinkedIn. On se sert de LinkedIn, donc soit une annonce sponsorisée. Et récemment, ce qu'on a mis en place aussi, c'est de la chasse directe, c'est-à-dire il y a des licences spéciales LinkedIn qui nous permettent d'aller choisir des profils et d'aller les contacter en direct. Ça marche très bien. Et parfois, on est amené aussi à faire appel à des recruteurs. Et en général, on fait plutôt confiance à des recruteurs locaux qui connaissent parfaitement bien le territoire et l'écosystème et avec qui on travaille, qui peuvent être amenés à nous proposer, même en avance de phase, certains profils parce qu'ils connaissent l'entreprise, ils connaissent ses besoins et peuvent nous dire, voilà, j'ai un bon profil qui pourrait être intéressant pour vous. On essaie d'avoir aussi une longueur d'avance, d'avoir des CV sous la main, de ne pas être pris au dépourvu et d'anticiper un petit peu les recrutements.
Et en termes, Ok. je dirais, de politique de rémunération, qui était ta deuxième question, Oui. côté salaire, alors on n'a pas une offre qui écrase toute la concurrence, mais on s'attache à être au niveau du marché, hein. Mais encore une fois, ce qui attire les gens dans une petite entreprise, dans une start-up, c'est le projet, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent, c'est les perspectives, une certaine autonomie et capacité d'apprendre, de se développer personnellement et avec le projet. Et c'est ça avant tout qui les attire. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'on a beaucoup d'atouts à faire valoir. Et après, à côté des aspects salariaux, il y a des avantages qu'on peut mettre en place. Il y a des choses intéressantes qui peuvent ne pas coûter beaucoup à l'entreprise, mais qui peuvent être très bien perçues par les salariés. Par exemple, nous, à Nextflow, on a mis en place des indemnités kilométriques pour encourager les déplacements à vélo. Donc, ça, c'est des choses qui sont bien perçues. C'est prendre en charge la mutuelle à 100%. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui comptent. Et après, évidemment, en fonction de la politique de l'entreprise, il peut y avoir des programmes d'incitation et de faire monter certains ou tous les salariés, ça dépend des politiques de l'entreprise, au capital avec différents moyens qui sont à notre disposition. Ça peut être des actions gratuites, des BSPCE, des BSA, voilà, il y a différents instruments lorsque l'entreprise le souhaite pour faire, on va dire, faire contribuer à la réussite future de l'entreprise, faire contribuer les salariés à la réussite future de l'entreprise. Juste sur ce sujet, c'est le cas chez vous? Combien de collaborateurs sont effectivement intéressés par l'actionnariat ou impliqués? Oui, donc c'est une information que je peux pas partager publiquement, c'est assez confidentiel, mais voilà, il y a pas mal une grande partie des salariés qui est intéressée chez Nextflow. Merci beaucoup, Vincent. Ce que je te propose, c'est que Avec plaisir. on s'arrête là sur ton expérience. On va passer la parole à Sylvain. Message pour tous les participants à cette formule. Après cette session, là, après le témoignage de Sylvain, on va prendre des questions. Et notamment, vous pouvez vous exprimer par le chat, hein, poser des questions. On les relayera aux intervenants. Sylvain Picot, donc ICEP, voilà, brosse-nous un petit panorama, comme Vincent l'a très bien fait, sur ICEP, son équipe, ses besoins. Bonjour à tous. Donc ICEP, c'est une medtech qu'on a fondée en 2015. Donc c'est l'histoire de la rencontre avec Go Capital qui était présent et qui a joué un rôle assez tôt dans le projet avant la création, et avec le docteur Gadra, un ancien médecin anesthésiste du CHU de Bordeaux en 2015, et donc on a créé la société en fin d'année, voilà, fondée pour développer un dispositif médical d'autotransfusion péropératoire. Donc il s'agit de récupérer le sang du patient hémorragique au bloc pour pouvoir le traiter avant de lui réinfuser. Donc c'est vraiment une start-up techno medtech, donc dans le domaine du medical device, du dispositif médical tout à fait classique. Donc voilà, avec une bonne part d'innovation, et donc depuis 5 ans on développe cette technologie-là, et donc on est parti de zéro sur la constitution de l'équipe à partir de la création. Aujourd'hui on est une équipe de 25 personnes. Donc en comptant salariés, mais également étudiants, alternants, stagiaires, voilà, qui sont aussi une partie importante de l'équipe. Donc une équipe assez pluridisciplinaire. Donc en compétences, on est une équipe de docteurs, ingénieurs, techniciens, alternants et stagiaires, effectivement, comme je le disais aussi. Après ça, en termes de discipline, c'est un projet qui fait appel à des compétences en biologie, biochimie, hématologie, puisqu'on traite le sang, et donc il faut comprendre et analyser et être compétent sur le sujet du sang. Mais également, on développe une machine, donc il y a des aspects mécaniques, mécatroniques, des aspects électroniques, des aspects soft également.
Voilà, donc il a fallu staffer l'entreprise sur toutes ces compétences-là, et à minima, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser en interne, à minima pour pouvoir aussi fonctionner avec des partenaires extérieurs, des prestataires ou des sous-traitants sur les sujets qui ne sont pas complètement internalisés, mais de toute façon, il faut quand même des compétences pour travailler avec eux et comprendre ce qu'ils font. Donc il y a un vrai challenge de multidisciplinarité voilà, dans l'équipe d'ICEP. Donc après ça, sur la partie recrutement, de notre côté, je vais dire que effectivement les principales sources de talent par rapport à notre process, c'est avant tout le réseau, parce qu'il y a pas mal de, enfin l'équipe on va dire le noyau de l'équipe s'est constitué principalement sur du réseau qu'on avait déjà, ou le bouche des gens qui sont arrivés par le bouche à oreille. Et ensuite, il y a une bonne partie de recrutement également qui se fait, comme l'expliquait Vincent, par les stages qui arrivent ou les alternants qui sont là, et qu'ensuite on va pouvoir confirmer sur un premier poste, un premier contrat et potentiellement voilà, consolider dans l'équipe à moyen long terme. Les profils que vous arrivez à capter, ils sortent de la recherche nantaise, ou ce sont des profils qui viennent de Paris ou d'ailleurs? Alors, je dirais qu'il y a vraiment de tout. Enfin, en tout cas, il y a des cas différents. Donc, effectivement, on a par exemple un docteur, donc quelqu'un qui travaille vraiment à la R&D en hématologie, qui a fait une thèse de doctorat entre Rennes et Paris. Et voilà, là, c'était bouche à oreille avec des partenaires hospitaliers qui nous ont apporté ce profil-là. Et sinon, bon, les stagiaires, voilà, typiquement, on a des stages INSA ou UTC de façon récurrente, donc des gens qui viennent de INSA de Rennes, INSA Lyon ou Toulouse, ou l'UTC en région parisienne, et voilà, et qu'on va conserver ensuite. Avec qui vous êtes en concurrence quand vous êtes en discussion avec un candidat potentiel? Ils hésitent entre ICEP et qui d'autre? Si vous ne voulez pas donner des noms, donner des profils d'entreprise ou des secteurs. Alors honnêtement, en tout cas, on est rarement jamais face à des concurrents de notre métier, hein. Donc après, ça peut être des concurrents dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la start-up éventuellement, mais c'est plus rare. Donc généralement, ça va être potentiellement d'autres sociétés dans le domaine de la santé. Voilà. Mais donc effectivement, il faut tout de même pas oublier le recrutement par les canaux plus traditionnels, type voilà, on recrute aussi sur offre, par exemple dans la PEC, et ça nous est arrivé pour un seul profil tout à fait critique, donc notre directeur technique, de recruter par chasse. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon fréquente. Donc après ça, clairement, quand il y a d'autres sociétés en face, effectivement, comme l'expliquait Vincent, on fait peser l'intérêt de la start-up. Donc c'est toujours plus facile de séduire quelqu'un qui a l'appétence pour travailler en start-up avec toutes les particularités que ça représente. En termes d'aventure humaine, bien sûr, mais du coup, c'est clair qu'on ne va pas aller se battre sur un niveau de rémunération, même si nous aussi on essaye d'être dans les niveaux de rémunération du marché, mais plus sur l'intérêt du métier, l'intérêt des postes. Donc clairement, entre travailler chez Sanofi ou chez bioMérieux et travailler chez ICEP, le collaborateur aura potentiellement un panel de missions et une visibilité sur ce qui va se passer comme métier dans l'entreprise d'un bout à l'autre de la chaîne d'une façon bien plus large et bien plus riche. Chez nous, dans une société où on est peu nombreux, où il peut mettre la main à la pâte presque d'un bout à l'autre, en tout cas comprendre l'ensemble de ce qui se passe. Voilà, donc clairement, ça change tout par rapport à des postes dans des sociétés qui sont beaucoup plus structurées. Ok. Intéressement aux résultats de l'entreprise, intéressement à l'actionnariat pour les collaborateurs?
Alors, ouais, nous, on est encore dans une phase amont au chiffre d'affaires, donc voilà, c'est vrai que l'intéressement, c'est d'adapter. Par contre, oui, en effectivement, finalisation de R&D, ouais. voilà, les BSPCE, c'est un vrai sujet. Hein. Clairement, pour la startup, c'est un sujet classique. Donc aujourd'hui, nous, on a une petite partie de l'équipe qui est voilà, pour laquelle on a mis en place des BSPCE et c'est quelque chose qu'on développe aujourd'hui. Donc les BSPCE sont un vrai sujet. Et après ça, et avant les BSPCE, je dirais que la part variable de rémunération, c'est aussi quelque chose qu'on a généralisé un petit peu. Parce que traditionnellement, c'est quelque chose qu'on met en place pour des profils commerciaux ou voire marketing, en tout cas directement relié à une génération de chiffre d'affaires. Mais finalement, voilà, nous, on se rend compte que des objectifs, on en a tous, on peut les tangibiliser, les rendre smart au maximum. Et du coup, voilà, pourquoi pas avoir une part variable de rémunération axée sur des objectifs smart. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui est assez, finalement, qui fonctionne assez bien, qui est assez cohérent avec un mode de management où on va impliquer les gens, les intéresser aux objectifs de l'entreprise et du coup pouvoir les motiver aussi et les impliquer de cette façon-là et faire en sorte qu'ils puissent… Donc, sortir le proto dans les temps, c'est un objectif. Obtenir la certification CE, c'est un objectif. Et on peut intéresser les collaborateurs à ces objectifs. C'est ça, inclure le nombre de patients pour une étude clinique, arriver à atteindre une certification ISO pour l'entreprise, ouais, tout à fait. Tout un tas d'objectifs d'équipe ou d'objectifs personnels qu'on peut mettre en avant. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je vais passer la parole à Jérôme, parce que je le vois très attentif, et pour cause, parce qu'il est très intéressé par ce que vous dites là, respectivement, Vincent et Sylvain. Donc Jérôme, merci d'allumer ton micro et merci de réagir et puis de nous dire aussi quelles sont les contributions d'un fonds comme Go Capital sur le sujet équipe. Ok. Bonjour à tous, ravi d'intervenir en plus après Sylvain et Vincent. J'ai l'impression d'être presque un peu chez moi en les écoutant, parce qu'on est dans ces deux entreprises qu'on accompagne, ça fait vraiment plaisir. Alors, peut-être prendre 2 mots pour expliquer notre métier, juste 2 secondes, Bernard, je pense qu'il est connu par tout le monde sur ce volet-là. Et puis après, tu me posais 2 questions préalables, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attendait en tant qu'investisseur et quelle était l'importance de l'équipe en tant qu'investisseur. Je vais essayer de vous faire rattraper du temps, parce que je pense que tout le monde sait que c'est juste le point principal de ce qu'on regarde, mais je vais retéléguer un petit peu ça. Et puis évidemment, regarder comment nous, on peut accompagner sur ces sujets-là. Alors, notre métier à nous, il est extrêmement simple. Hein. On fait du financement d'entreprises de haute technologie ou de technologie dans les stades les plus amont. Donc, on est à un moment où on a des équipes incomplètes, un projet pas fini, pas de chiffre d'affaires souvent, ou peu de chiffre d'affaires, quasiment tout le temps des entreprises pas rentables, et on se dit sur cette base-là, il faut qu'on soit capable de faire suffisamment confiance pour mettre pas mal d'argent sur la table pour les accompagner à se développer. Donc, j'aime pas le terme de pari, mais par contre, on va se placer sous l'angle des relations humaines. Le sujet qu'on regarde assez principalement et notre métier, c'est finalement de faire confiance à une équipe et qu'elle nous fasse confiance réciproquement, mais de faire confiance à une équipe pour exécuter un projet. Donc en fait, on a l'impression souvent que notre métier, c'est de faire de la stratégie ou de la finance. Je crois que pour ceux qui me connaissent et ceux qui sont là, on parle en général de tableur de chiffres assez peu. Et on parle beaucoup du reste. Et plus on rentre tôt dans une entreprise, plus c'est le reste qui nous intéresse, parce que finalement, les tableurs de chiffres, à part de faire un budget de plan de dépenses, il y a dans un premier temps et des premières années, pas grand-chose de plus que ça. Donc, on va s'intéresser à la stratégie, on va s'intéresser au plan de développement et à l'exécution du plan de développement. Ce que je veux dire par là, c'est que le rôle de l'investisseur ou le choix qui va être fait par l'investisseur, c'est d'abord un choix d'équipe. C'est-à-dire d'une capacité à croire en un projet et à croire au fait que l'équipe puisse exécuter le projet. Je vais rebondir sur les propos de Sylvain, par exemple, qui évoquait la constitution d'ICEP. Sur la constitution d'ICEP, on a des chercheurs qui sont venus nous voir avec des inventeurs avec un brevet. Ils nous disent, on a un brevet, on aimerait bien en faire quelque chose. Et le brevet était suffisamment intéressant pour qu'on se dise, ça vaut le coup qu'on s'y penche. Et donc, on a travaillé avec eux. Et avec eux, en fait, on est allé chercher Sylvain en disant, mais votre brevet, si vous n'avez pas quelqu'un de smart pour le piloter et piloter l'entreprise qu'on va co-construire avec vous, ça ne marchera pas. Et donc, on a
associé Sylvain, et Sylvain est arrivé avec son équipe sur une plateforme technologique qui avait été développée par d'autres, tout ça formant une équipe autour évidemment d'un noyau financier, parce qu'il faut du carburant pour faire tourner une entreprise. Donc on se rend bien compte en fait. Jérôme, c'est toi et ton équipe qui avez détecté Sylvain, qui est allé le chercher avec son équipe. Je ne sais plus exactement dans quel ordre ça s'est passé. Sylvain, tu pourras peut-être compléter, mais en gros, oui. C'est-à-dire que Sylvain était patron reconnu d'une première société dans le domaine des medtech, tu venais de faire ton introduction en bourse de mémoire, enfin la société venait de faire son introduction en bourse, il était en train de passer, et ça va me renvoyer très bien sur mon deuxième sujet d'ailleurs, c'est la bonne équipe au bon moment. Sylvain a passé la main à ce moment-là dans l'équipe dans laquelle il était, et il a rejoint en phase de démarrage le projet sur lequel on avait envie de travailler. Effectivement, j'ai passé la main en phase pré-IPO, juste avant l'intro, et effectivement, du coup, quelques semaines à peine après ça, voilà, il y a eu une mise en relation via le réseau, donc encore le réseau, et voilà, on s'est rencontrés, on a rencontré ce médecin anesthésiste avec son brevet, et le fit humain était très fort, et c'est toujours la base, ce fit humain, avec le médecin anesthésiste avec Go Capital, et ça a démarré. C'est toujours des équipes un peu tripartites, et on le voit. Et avec Vincent, l'histoire a été assez différente, mais on se connaissait avec Vincent bien avant qu'il rejoigne Nextflow, on avait un parcours commun, et on connaissait Erwan, le fondateur, depuis bien longtemps également. Et quand les deux se sont rencontrés, alors je ne sais plus si on avait participé à la mise en relation ou pas, peu importe, mais quand les deux se sont rencontrés, ont décidé de travailler ensemble avec Vincent après la direction générale de Nextflow, nous on était en confiance, c'est-à-dire qu'on connaissait Vincent, on savait que c'était un excellent manager, on connaissait Erwan, on savait qu'il avait porté une excellente techno, on a dit une fois qu'on a les deux réunis, on peut avancer. Voilà, donc notre métier finalement, c'est d'avoir confiance dans une équipe, non pas dans sa compétence, mais du fait que l'équipe soit capable à un moment d'exécuter un plan. Donc, ça me renvoie sur le deuxième sujet, qui est de dire, il faut quoi comme équipe, en fait? Est-ce que c'est fondamental d'avoir toute l'équipe en place ou pas? En fait, on n'a que des cas d'espèce. On n'a jamais une équipe totale, et on n'a jamais une équipe totale pour la vie. Donc, on a une équipe qui correspond à un projet à un moment donné pour une étape donnée. Cette étape, les étapes, elles se passent les unes après les autres, et il faut qu'on ait l'équipe au bon moment, capable de délivrer ce qu'on a besoin de délivrer. Concrètement, quand Sylvain a pris en main ICEP, il y avait un proto. Il ne risquait pas de rentrer dans un bloc clinique avec, c'est-à-dire un proto de laboratoire, pas fini, bricoler le week-end, voilà. Donc, avoir un directeur commercial ou un directeur de business développement dans cette société à ce stade-là, ça n'avait pas de sens. Il fallait par contre qu'on appréhende un certain nombre de sujets, et donc on a co-construit avec lui l'équipe qu'il était nécessaire de mettre en œuvre pour la première étape de développement. Idem, Vincent, quand Vincent est arrivé dans la société, on n'en était pas encore au recrutement du directeur commercial. C'était arrivé juste après, une fois qu'il avait posé sa stratégie de vente. Donc, l'idée, c'est d'avoir la bonne équipe au bon moment, et en tant qu'investisseur, notre boulot, c'est de nous adapter et également de mettre le bon niveau de pression pour que les dirigeants, finalement, accompagnent le rythme. L'enjeu, quand vous avez un investisseur qui rentre, c'est que le timing devient clé. Quand vous êtes patron de votre entreprise, finalement, vous avez besoin d'entreprise, elle existe, elle se développe et elle arrive à des stades de maturité au fur et à mesure que vous souhaitez, que vous en avez besoin. Quand vous faites rentrer un tiers investisseur, vous passez dans une logique différente sur laquelle la gestion du temps devient clé. Et donc, le métier de l'investisseur, dans la pression qu'il met, c'est celle de mettre les moyens nécessaires et les équipes nécessaires en place pour aller plus vite que ce qui se passerait sans lui. Parce que si vous prenez un investisseur pour aller à la même vitesse que ce que vous pourriez faire sans lui, ça ne sert à rien de le faire venir. Il va vous créer que des emmerdements, pas vous apporter beaucoup de bénéfices. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble à cette constitution finalement et à cette accélération du temps. Et donc, le travail qu'on mène, l'exigence qu'on a, c'est d'avoir la bonne équipe au bon moment pour tenir le bon timing. Donc, on entend toujours parler de business plan. En fait, le business plan, c'est juste la concrétisation de l'idée qu'on se fait, du temps qu'il va falloir pour aller sur le marché. Et donc, on met l'équipe au bon moment pour faire ça. Et j'en viens à répondre à ta question, Bernard, si c'est celle-là, c'est à quoi on sert là-dedans. Il ne faut pas se leurrer, on sert d'abord à un truc très particulier, très simple, c'est qu'on apporte de l'argent pour être capable de recruter. Donc, point de départ, c'est quand même celui-là. Si on n'apportait pas d'argent, nos conseils sont peut-être pertinents, mais ils sont globalement insuffisants. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on apporte de l'argent. Et quand on dit qu'on apporte de l'argent, ce n'est pas juste qu'on sert de banquier. On apporte des argent en tant qu'associé et ça a une valeur assez forte pour les gens que vous recrutez. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand vous cherchez à la rejoindre, alors a fortiori quand vous êtes dirigeant, que vous quittez un poste de dirigeant et que vous rejoignez une start-up.
faire débaucher un cadre sup, un cadre dirigeant de chez Alstom, de chez je sais pas qui, pour lui faire rejoindre Nextflow, tu parlais de Shopopop tout à l'heure, quand on recrute un directeur financier ou un directeur commercial chez Shopopop, il faut aller le chercher, il faut lui donner confiance. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants dans cette confiance-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On apporte de l'argent, c'est-à-dire qu'on apporte de la visibilité. Et on dit à un entrepreneur dans une entreprise qui perd de l'argent, et on a dit à un salarié dans une entreprise qui perd de l'argent, vous perdez de l'argent, c'est prévu, ça va durer un peu, pas vitam, mais ça va durer un peu, et pendant ce temps-là, on vous couvre. Donc, vous pouvez vous engager dans votre relation professionnelle et vous pouvez faire confiance. Le deuxième sujet sur lequel on travaille avec les dirigeants, souvent, c'est les sujets de stratégie. C'est-à-dire qu'un dirigeant est souvent un peu seul, manette de son entreprise, et donc on sert un peu de miroir, on est plusieurs, il ne faut surtout pas qu'on soit en binôme, hein, sinon ça ne marche pas. Mais on est un certain nombre en miroir d'un dirigeant pour l'aider à construire finalement son organigramme, sa façon, et ça bouge tout le temps. Vous savez, c'est une organisation très agile. Donc le deuxième sujet, probablement sur lequel on participe un peu, c'est celui de définir quels sont les bons profils de poste au bon moment. Et là, l'expérience qu'on a finalement, c'est celle de, chez GoCapital, on a aujourd'hui 80 participations simultanées dans les Pays de la Loire. Donc on a une vision de marché et on a à peu près, je sais pas, 4 ou 5 000 salariés cumulés dans les entreprises dans lesquelles on est. Donc ça donne des visions de marché à un moment qui permettent d'aider les dirigeants. J'ai vu ce truc-là à cet endroit-là, ça serait intéressant de regarder si c'est pas applicable. Donc on fait un peu de stratégie. Le troisième élément, à mon avis, qu'on apporte, c'est qu'on gère les conditions d'accueil. Et je parle de cadre dirigeant. C'est-à-dire que ce que Sylvain a évoqué, c'est les BSPCE. Typiquement, c'est des décisions qui viennent avec les investisseurs. Donc, on donne les conditions, c'est-à-dire on dit il faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour embaucher, parce que plus vous grandissez, moins vous pouvez vous permettre d'être décalé en salaire par rapport au marché. Vous pouvez dire, pour faire venir quelqu'un au départ, je ne te paye pas très cher pendant 1 an ou 2, mais tu vas voir, ça va être vachement sympa. Ça tient un petit moment, ça ne tient pas pour recruter des cadres dirigeants, et ça tient encore moins dans le médical. Là, vous êtes dans des benchmarks sur lesquels vous payez les gens au prix du marché. Donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez dans des positions dans lesquelles, si vous ne mettez pas l'argent et les niveaux de confiance, comme il y a les règles du jeu en place, vous ne recrutez pas. Donc, on accompagne sur la constitution des règles du jeu, donc les bons et le cash, évidemment, et puis un peu de benchmark. Et puis, le dernier élément, et je m'arrête là, probablement que dans la marque employeur, si on peut appeler ça comme ça, d'une start-up, le fait d'avoir un actionnaire de référence financier, ça donne confiance. Alors, à tort ou à raison, mais ça donne confiance et que ça permet d'embaucher. C'est-à-dire que Vincent Perrier tout seul avec une boîte qui perd de l'argent à Nantes dans les locaux de l'école centrale, ça a une image. Lui dire qu'il est adossé à des fonds d'investissement qui ont une capacité de développement international et qui ont du track record, ça donne une autre image. Et ça permet en fait d'embaucher. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, Bernard, de manière Oui. C'est des éléments importants et d'ailleurs tu as répondu en bonne partie à des questions posées par des internautes que je reformule ou que je retraduis. À quel moment de la structuration de la start-up ces politiques d'incitation ou d'intégration des salariés au capital sont mises en œuvre? Tu y as répondu un peu. Plus précisément, c'est à quel stade il faut… Alors, potentiellement à n'importe quel stade. En fait, c'est une réponse à un besoin particulier. C'est pas une soupe qu'on sert systématiquement. Si vous avez une équipe de cofondateurs, comme ça arrive souvent, de 4 ou 5 personnes qui arrivent, qui s'est organisée, qui a structuré son capital, il n'y a pas besoin de BSPCE dans un premier temps. Tant que l'équipe dirigeante est en place, est actionnaire. Moi, je ne suis pas très favorable, par exemple, à mettre des BSPCE sur des dirigeants fondateurs. Par principe, ils sont fondateurs, ils ont déjà du capital. Donc, on ne va pas créer des outils de relution en face de la dilution qu'on met en œuvre pour des gens qui sont censés déjà être au capital depuis le départ. Vraiment, ça crée une référence circulaire, c'est pas terrible. Donc, en fait, quand vous avez une équipe dirigeante qui est en place, structurée, équipée depuis le départ, vous n'avez pas besoin de BSPCE. Vous en avez besoin assez rapidement dans plusieurs cas de figure. Le premier, c'est vous avez une équipe incomplète, vous recrutez un cadre dirigeant très vite, et ben lui, il faut le faire venir. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas de Vincent. Il a dit, je ne suis pas fondateur, je suis arrivé pour diriger cette entreprise. Quand il arrive pour diriger l'entreprise, il doit être actionnaire de l'entreprise. C'est le cas de Sylvain. Il arrive dans un projet qui est déjà monté. Je crois de Sylvain, très, très rapidement, pour ce qui concerne, ça a été mis en œuvre, je ne sais plus combien de temps après, mais ça a été mis en œuvre assez vite. Après, vous avez le cas de la première génération de cadres que vous prenez en charge. Et en fait, donc c'est en général, au
moment de la série A. C'est au moment où vous allez commencer à mettre un peu significativement de l'argent dans une entreprise. Ça va vous permettre de recruter des gens et donc vous délivrez en fait, round de financement par round de financement, des plans de BSPCE supplémentaires qui permettent d'aller chercher des collaborateurs supplémentaires. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Là, juste une petite question aussi, enfin, on y a répondu en partie. Question d'un participant. Alors, c'est pour Sylvain et Vincent. Quels ont été vos critères, vos motivations pour rejoindre vos startups respectives, hein? C'est toute la difficulté, mais tu l'as évoqué, Jérôme. Quand on est en poste, on a une expérience dans les entreprises plus matures et de se lancer sur l'aventure d'une startup qui démarre. Quels sont selon vous les points clés pour assurer un mariage réussi entre le CIO et la startup? En gros, Sylvain et Vincent, qu'est-ce qui vous a décidé et qui vous a vraiment donné confiance d'aller sur ces aventures au début d'ICEP et au début de Nextflow? Je peux commencer si tu veux bien, Sylvain. Oui, en ce qui me concerne, comme j'expliquais, Nextflow a été ma troisième startup en tant que dirigeant. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'à titre personnel, je recherchais. Voilà, parce que j'aime l'aventure entrepreneuriale, parce que j'aime l'esprit startup. Après, voilà, j'avais une idée assez précise de la société que je recherchais, je dirais de son état d'avancement, de son domaine, de la position aussi, et puis des conditions d'arrivée. Et voilà, et tous ces éléments ont été réunis chez Nextflow. Nextflow ne partait pas de rien, hein. Comme il a été dit, Nextflow démarrait pas complètement de zéro parce qu'il y avait quand même une technologie éprouvée. Ouais. Oui, absolument. C'était aussi un de mes critères. Voilà, j'ai été fondateur, créateur d'une première startup où on est parti de zéro et on l'a amené à une levée de fonds et à une sortie, à une revente. Je sais ce que cela prend et je dirais avec mon expérience, mon bagage, j'étais plus à la recherche d'une startup, on va dire pré-série A ou juste post-série A. C'était mon critère. Okay. Parce que ça correspondait je dirais, à ma recherche personnelle, à mes aspirations et aussi à ce que je pouvais apporter à cette startup. Ok, merci Vincent. Sylvain, c'était peut-être pas aussi développé quand tu es arrivé chez ICEP. Est-ce que tu es venu en te demandant si c'était un bon choix ou non? Moi, je suis vraiment arrivé en amont puisque du coup la société n'existait pas. Et du coup, il y avait un tout premier proof of concept, donc vraiment un premier proto, mais on était très très loin et un premier brevet effectivement, comme l'a dit Jérôme. On était très loin d'avoir ne serait-ce que entamé un développement technique. Donc, il a fallu mettre à plat, construire le business plan et ensuite convaincre Go Capital de mettre un montant d'amorçage sur la table pour pouvoir créer la société. Donc clairement, moi, ce qui m'a décidé, c'était d'abord le fit humain avec le docteur Gadra, le médecin anesthésiiste réanimateur avec qui on a créé la société, puis Bertrand Chastenay, voilà, qui était également à l'origine aussi de la technologie, et puis avec Go Capital qui était déjà dans la boucle. Donc c'est une vraie, là encore, c'est une aventure, une histoire de rencontre et d'aventure humaine. Je pense que quand on s'associe comme ça, c'est mieux d'être sur la même longueur d'onde et de partager un petit peu plus que juste un intérêt professionnel ou financier. Et au-delà de ça, voilà, j'étais quand même convaincu par le potentiel de Techno. Et puis voilà, et on a réussi à convaincre, en tout cas, Go Capital de mettre un montant qui m'a paru suffisant pour pouvoir amorcer. Donc, je dirais que c'est vraiment ces trois sujets-là, le fit humain, le potentiel de la techno, et puis, bien sûr, le fait qu'il y ait Go Capital qui soit là pour pouvoir démarrer la société. Quoi. Donc, c'est bien, vous avez la culture du risque et vous ne regrettez pas. Très bien. Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je rejoins tout à fait Sylvain.
le fit avec le fondateur était primordial. Hein. C'est avant tout une rencontre et voilà, c'est une association entre nous. Jérôme est arrivé un petit peu plus tard dans le projet. Donc c'était très important aussi que le fondateur Erwan et moi-même on soit bien alignés et qu'on soit bien compatibles pour mener le projet. Donc merci. Et là, vous êtes des très beaux exemples de mariage réussi. C'est un exercice compliqué parce que nous, on le voit au quotidien, on accompagne des chercheurs, des scientifiques qui lancent des projets et c'est et il y a un moment, effectivement, comme l'a dit Jérôme, il va falloir renforcer l'équipe ou trouver le bon développeur. Et la détection de ce profil-là et le mariage réussi n'est pas évident. Hein. Donc, on en reparlera avec Guylaine, qui a travaillé sur le sujet et qui va nous proposer tout à l'heure quelques outils pour faciliter ce matching. Karine, voilà, pour l'instant, j'avais pas d'autres questions posées. Karine Gandon, on revient côté APEC. Voilà, on a plein maintenant de cas en tête. Merci de nous partager quelques bons conseils côté APEC par rapport au panorama de la situation parfois tendue que tu nous as décrite. Tout à fait. Je te laisse remettre mon PowerPoint. Parfait. Oui. Je rebondis sur ce qu'effectivement, Sylvain, Vincent, j'ai rebondi sur le feeling et sur notamment l'anticipation du recrutement. Et justement, je vais vous parler de slow recruitment parce qu'on s'aperçoit qu'une des grandes tendances finalement du recrutement, eh bien, sur mon deuxième slide, c'est de quitter la posture un peu de pompier où on s'aperçoit qu'on recrute toujours un peu dans l'urgence, un peu rapidement, et c'est de se dire que l'avenir du recrutement, eh bien, c'est sans doute de créer, de développer, d'entretenir et de nourrir son réseau. On l'a fait à une époque pour les clients, aujourd'hui on le fait pour les candidats, et que c'est le meilleur moyen d'anticiper les phases de recrutement. C'est le meilleur moyen aussi pour se rendre compte de l'état d'esprit des personnes, se rapprocher de candidats futurs, de prescripteurs, de candidats potentiels, en tout cas de faire de belles rencontres humaines. C'est véritablement indispensable aujourd'hui en matière de recrutement. Donc vraiment, voilà, ce slow recruitment. L'autre point que je voulais aborder avec vous, au-delà de cette partie de l'anticipation, le socle d'un recrutement réussi, eh bien, c'est l'analyse de son besoin de compétences. C'est extrêmement important de définir un cahier des charges et souvent quand on réfléchit à son recrutement, eh bien, on réfléchit au profil. De qui ai-je besoin ? De tel profil, de telles études, de telle expérience, etc. Je pense que c'est un petit peu illusoire et que la vraie question à se poser, la véritable question à se poser, c'est de quelles compétences ai-je vraiment besoin ? Et quand je parle de compétences, je parle de compétences au sens large, que ce soit les hard skills, les compétences techniques, mais aussi des soft skills, des compétences plus relationnelles. Et là, c'est important de déterminer son besoin avec peut-être cette phrase qui peut vous guider dans votre réflexion. Mon futur collaborateur ou ma future collaboratrice doit être capable de, avec un verbe d'action et avec un complément. Ça, c'est une manière de rentrer dans le concret et de ne pas être trop dans le fantasme du profil. Et puis, le deuxième point en association avec ce premier point, c'est de se dire comment évoluera mon poste et les compétences que j'attends à court, moyen, voire long terme. Et à ce titre, j'ai un outil juste après à vous déterminer. À vous proposer, il arrive, c'est de se préparer en prenant de la hauteur. Là, j'ai un support qui est de se dire, par rapport au poste que j'ai à pourvoir, quelles sont les grandes activités qui vont constituer ce poste. Les 3, 4, 5, 6 grands maximum activités et quels sont les pourcentages aujourd'hui que ça représente en termes d'importance. Et puis, c'est de se dire, et ça peut être fait d'une manière collégiale entre les différents dirigeants, les parties prenantes de ce recrutement. C'est une vision qui permet de prendre de la hauteur. Et puis, c'est de se dire, mon poste, il va évoluer demain. Et donc là,
Voilà. Demain, quelle sera la tendance de telle ou telle grande activité? Est-ce que ça aura tendance à effectivement se renforcer, ou au contraire s'amoindrir, voire totalement disparaître? Et puis une fois qu'on a cette cartographie, eh bien, il s'agit, vous en avez parlé à un certain moment, de mettre en perspective avec le projet du candidat. Et effectivement, si le projet du candidat est totalement différent, même si il a les compétences techniques nécessaires, si son projet, son appétence, ses envies sont différentes, et c'est le cas un petit peu que je présente là à l'écran avec des Là, il y a un différents… souci sur le voilà, management. il y a un souci, effectivement. On s'aperçoit que là, même si sur le papier, on a les bonnes compétences, eh bien, dans la réalité, ça ne se fera pas. Et ça, c'est un outil que je trouve relativement simple, mais très structurant dans votre démarche, qui permet de prendre cette hauteur-là, à la fois de préparer votre recrutement et de mettre en perspective le projet de votre candidat. Deuxième outil que je voulais vous partager, il concerne l'attractivité. Il y a un mot, alors on a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Jérôme qui a parlé de la marque employeur. À l'intérieur de la marque employeur, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est l'expérience candidat. Faire en sorte que le candidat puisse être finalement au cœur de mes préoccupations. Moi, je rencontre très souvent des dirigeants qui effectivement réfléchissent à leurs besoins, mais peut-être entre guillemets en se regardant aussi un petit peu le nombril. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et de se dire, je vais me placer à la place du candidat que je recrute, le développeur, le business développeur ou peu importe, je me mets à sa place et je me dis, qu'est-ce que mon entreprise, mon poste, celui que je souhaite pourvoir, qu'est-ce que ça représente pour lui, en quoi il est attractif, ce poste ou cette structure. Et ça va être quelque chose qui va me permettre d'enrichir ma communication de recrutement et qui va me permettre aussi de m'éloigner des clichés de la langue de bois. Parce qu'effectivement, un des grands dangers, c'est le côté aussi un peu cliché de la start-up. Je vous passe les baby-foot, etc. Une start-up, c'est bien autre chose que ça. Et un candidat va être bien, va être sensibilisé à d'autres aspects. Vous en parliez, hein, le fait d'être accompagné par des investisseurs, ça va être important. Le fait d'être accompagné par Atlampol avec des acteurs comme ça qui font confiance à une start-up, c'est extrêmement important. On a parlé de la localisation, de l'état d'esprit, enfin, il y a énormément de choses. Et là, il s'agit de se décentrer et de faire la liste de tous les atouts qu'on a et d'enrichir sa communication à la fois écrite, mais également orale. Ça me fait Puis, sourire, Karine, parce que, alors j'ai vu, Sylvain pourra peut-être confirmer, je ne sais plus si c'est sur le site internet d'ICEP ou sur un article qui parlait d'ICEP, mais on voyait l'équipe devant un baby-foot. Voilà. Alors, c'est bien le baby-foot, c'est pas suffisant. Je pense que voilà, c'est aussi des promesses. On a des atouts. Il ne s'agit pas de rentrer trop dans les clichés. Voilà, mais le baby-foot, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. Juste avant, excuse-moi Bernard, voilà, l'autre colonne, hein, sur la droite, j'ai mis également les freins, les contraintes. Se placer comme un candidat potentiel, c'est également de se dire, est-ce que je ne présente pas dans mon poste à pourvoir, dans mon entreprise, des éléments plutôt négatifs, et qu'est-ce que j'ai à contrer? Comment je peux contrer ou compenser peut-être ces aspects plus négatifs? Et ça va vous permettre également de construire votre stratégie de recrutement. Typiquement, un candidat qui s'intéresse à une start-up, il peut avoir aussi des freins, des croyances un petit peu limitantes, dans le sens où voilà, la fragilité peut-être de la structure peut être une question pour lui. Il s'agit impérativement de le questionner là-dessus et de savoir comment il est aligné et comment il peut vraiment s'engager pleinement dans votre projet. Se préparer à recruter, c'est effectivement également revisiter sa fiche de poste. Alors, à l'APEC, on a plein d'études et notamment des annuaires de métiers qui vont vous permettre finalement de réfléchir à votre besoin et de répertorier les grandes missions des postes. Ce qui va être important, c'est de personnaliser
votre analyse de besoin. Et là, je vous ai donné quelques questions. Par exemple, voilà, quels sont les éléments les plus importants que j'ai dans ce panel de compétences que je recherche? Si je devais les hiérarchiser, qu'est-ce que ce serait? Si je devais également résumer mon recrutement en 10 mots-clés, qu'est-ce que ce serait? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui ferait un succès? Qu'est-ce qui ferait un échec? Enfin, voilà, quelques petites questions qui vous permettent là aussi de challenger votre recherche, de la personnaliser, de la rendre finalement plus concrète. Donc ça va être aussi important. Et puis, ce qui va, vous l'avez souligné les uns les autres, c'est le lien avec le marché local. Alors, l'APEC vous fournit un certain nombre d'informations, mais Atlampol également, d'autres acteurs, les observatoires des branches, par exemple aussi, je pense également aux institutionnels et aux territoires. Quel est le marché local? Quelles sont les rémunérations? Il s'agit effectivement à la fois de rechercher, de travailler son besoin interne, mais en lien avec l'externe, ce qui fera que votre recrutement ne fera pas fausse route. Autre point qui me paraît extrêmement important, c'est la posture du recruteur moderne. Je vous ai parlé à l'instant de l'attention donnée à l'expérience candidat. Se dire qu'un candidat, c'est un client en puissance d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui va pouvoir donner son avis, et notamment sur les réseaux sociaux, sur la structure, et qu'il s'agit effectivement de l'accompagner tout au long de son parcours. Ça va être un des premiers enjeux. Ensuite, ça va être la personnalisation de la relation, en parallèle d'une automatisation des tâches sans valeur ajoutée. Effectivement, les candidats aujourd'hui, ils veulent du lien, ils veulent du contact, et ça le plus rapidement possible au démarrage du recrutement. Ce qui fait également mon lien avec le troisième point, qui est l'écoute, la qualité relationnelle qu'un recruteur met dans ce recrutement. J'ai parlé également d'ingéniosité, parce qu'aujourd'hui, les talents sont rares et sont difficiles à dénicher. Donc, à vous d'être ingénieux dans vos différents canaux et dans votre manière de rentrer en contact avec les candidats. Et puis, l'ouverture d'esprit, parce qu'il y a fort à parier que vous n'aurez pas le mouton à 5 pattes que vous visez. Donc, il s'agit de se dire, qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je garde? Et donc, cette ouverture d'esprit de se dire, c'était pas tout à fait le profil que je souhaitais, mais néanmoins, il match sur ça, ça et ça, et donc je vais faire un pari gagnant aussi sur un recrutement. C'est pas une science exacte, le recrutement. Il n'empêche que le fait de sécuriser son recrutement est important, et c'est les techniques que je peux aussi vous donner. La transparence en termes d'image employeur, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Les candidats n'ont pas envie d'une belle vitrine style marque employeur, bien propette, bien polissée. Ils ont envie de connaître finalement ce qui se passe à l'intérieur, d'avoir un contact direct, notamment avec des collaborateurs déjà en poste, des pairs. Finalement, la parole des pairs a une très grande importance. Et puis, il va falloir naviguer entre une certaine attractivité, se rendre attractif et mettre en avant tous ses atouts, et en même temps se montrer sélectif, parce qu'effectivement, votre besoin, il est précis, et donc c'est un équilibre entre sélectivité et attractivité à avoir en matière de recrutement. Et puis, mon dernier point sur ce slide-là, ça va être l'exigence et la bienveillance. Je pense qu'il faut être exigeant sur le fond en matière de recrutement, exiger de la part du candidat de véritablement démontrer ses compétences et sa motivation, et dans le même temps d'être dans la bienveillance de la forme, d'avoir un parcours de recrutement intéressant, ludique, riche, et également une attitude du recruteur en lui-même très, très bienveillant. C'est comme ça qu'on aura le meilleur. Je voulais terminer par les autres formes aussi de collaboration. Il y a le CDD, il y a le CDI, mais il y a aussi d'autres formes. Le portage salarial, le management de transition, le groupement d'employeurs avec le temps partagé, la prestation de services. Voilà, il y a plein de choses. L'important, c'est de réfléchir à son besoin, mais pas forcément de se dire que mon besoin est un CDI. Ça peut prendre d'autres formes. Donc là, je vous laisserai regarder les différentes structures. Je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra peut-être y reparvenir. Je crois que je suis arrivée à mon temps pratiquement. Je voulais simplement conclure
Et bien sûr, sur les prestations de l'APEC, voilà. L'APEC est à vos côtés. Comme je ne l'ai pas dit, mais je l'ai écrit, toutes les prestations de l'APEC sont gratuites, hein, sont préfinancées par vos cotisations sociales via les caisses cadres. C'est à hauteur à peu près de 40 € par an et par cadre. Et à ce titre, vous avez la possibilité d'avoir une visibilité de votre entreprise, des mises en relation via la diffusion d'offres, la CVTech, la page entreprise. Ça, c'est directement sollicitable sur notre site. Mais on a également des offres de prestations pour les TPE, pour les PME, pour vous aider à rédiger une offre attractive et pour présélectionner des candidatures. Et puis, il y a également des entretiens conseils, donc plutôt en prise de hauteur par rapport à votre stratégie de recrutement, votre marque employeur, vos méthodes et tout ce qui va concerner le management des RH. Et ça, j'ai le plaisir d'en conduire avec un certain nombre d'entreprises au sein d'Atlampol. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, j'ai mis mes coordonnées. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Karine pour toutes ces informations. Donc, elles seront mises à disposition des participants. On n'est pas en avance, donc on va avancer. Je vais prendre juste une question qui nous arrive là, Karine, concernant les soft skills et Oui. comment peut-on apporter une approche plus objective ou plus sécurisante de ce facteur humain dans un recrutement? Existe-t-il des outils sur lesquels s'appuyer, profil de personnalité, analyse graphologique ou autre? Qu'est-ce qu'il y a comme outil? Qu'est-ce qui se pratique? Alors, 2 volets, rapidement. Premier outil, je pense, c'est de s'outiller ou en tout cas de se muscler en matière de questionnement. Je pense que le meilleur outil, c'est effectivement une stratégie de questionnement, des questionnements. Voilà, il y a des techniques pour bien questionner les gens sans être forcément psychologue, des questions ouvertes, des relances. Enfin, il y a des techniques et ça, voilà, on peut vous aider. Deuxième volet sur les outils, il y a alors la graphologie est à mon sens quelque chose, enfin en tout cas c'est une conviction à la fois personnelle et partagée par l'APEC, qui n'est pas une formule valide. Par contre, on a des analyses, des tests de personnalité qui là permettent de matcher entre un profil d'une personne, un profil psychologique, on va dire, ou en tout cas des comportements au travail et des comportements attendus. Là, on est sur des méthodes qui sont beaucoup plus valides, qui sont normalement mises en œuvre par des psychologues du travail ou des cabinets de recrutement. Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être directement sollicitables par tout un chacun. Ce n'est pas les plus valides et dans la profession, ce n'est pas ce qu'on préfère. Mais ça existe. C'est des outils maîtrisés par des professionnels. Voilà. Exactement, exactement. Ok, on va s'arrêter là sur les outils. Merci beaucoup. On change de Karine avec Karine Meunier-Broine. En fait, on souhaitait profiter de cette formule là ce matin pour vous informer de 2 dispositifs qui se lancent sur le territoire et qui peuvent être très intéressants pour les employeurs, les entreprises du territoire et ceux qui cherchent des postes. Voilà, avec Karine, on est à Nantes-Saint-Nazaire Développement, en charge de l'attractivité du territoire de Nantes-Saint-Nazaire. Et tu vas nous parler d'un dispositif pour attirer les compétences numériques. Oui, tout à fait. Merci Bernard. Et bonjour à tous. Effectivement, le lien est vite fait puisqu'on a beaucoup parlé d'attractivité jusqu'à présent et Karine le disait, l'importance de rendre son entreprise attractive pour attirer les talents et c'est là où l'agence de développement peut éventuellement apporter sa pierre à l'édifice, si je peux dire. Mais d'abord rapidement présenter Nantes-Saint-Nazaire Développement pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc nous sommes l'agence de développement économique du territoire Nantes-Saint-Nazaire. Nous sommes une association cofinancée par Nantes Métropole, la Chambre de commerce et d'industrie et Saint-Nazaire Agglomération. Et nous avons historiquement 3 missions principales de promotion du territoire à l'échelle nationale et internationale, une promotion économique bien évidemment, et tout cela pour attirer et faire venir et aider l'installation de nouvelles entreprises sur le territoire pour participer au développement des filières existantes. Et nous avons une 3e mission d'accueil, enfin de prospection et d'accueil des événements professionnels, tout ce qui est Je vais avancer séminaire, assez vite, congrès.
Karine. Hein. Oui, bien sûr. Juste pour dire que notre stratégie de prospection, elle s'organise autour des 6 filières dites stratégiques du territoire que vous avez pu évoquer précédemment, enfin voir précédemment dans la slide. Pourquoi cette démarche d'attraction des compétences numériques? C'est parti d'un constat de pénurie sur des métiers et des filières, et qui impactait du coup deux de ces filières stratégiques, en l'occurrence l'industrie et la filière numérique. C'était il y a, on va dire, 2 ans. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses et aujourd'hui, au début de sortie de crise, autant l'industrie, malheureusement, ce n'est plus d'actualité pour cette filière-là pour l'instant, le recrutement. Donc, du coup, on a porté nos efforts sur la filière numérique qui voit ressurgir ces problématiques de recrutement. Et donc, on a souhaité s'associer à la cantine et à French Tech Nantes pour voir avec les entreprises comment nous, agences de développement économique, ayant une certaine expertise dans la promotion du territoire jusqu'à présent vers des cibles entreprises, on pouvait mettre cette expertise à destination des candidats que ces entreprises cherchaient à recruter. Pourquoi? À la fois pour les aider à évidemment recruter ces compétences et donc du coup participer à l'accompagnement du développement de ces entreprises, mais également du coup renforcer l'attractivité du territoire à un moment où quand même la concurrence entre les territoires s'exerce de manière assez forte, on va dire. Et donc, du coup, on peut avancer sur la structuration de cette démarche qui est toute récente, puisque elle s'est formalisée en début d'année 2021, comme je vous le disais, sur la base d'un partenariat French Tech, Cantine et donc NSD, en impliquant bien évidemment tout de suite les entreprises directement concernées, donc avec un panel d'entreprises de la cantine que nous avons auditionné, que nous avons questionné, que nous avons impliqué dans des réunions d'échange pour identifier leurs besoins, leurs perspectives de recrutement, les profils qu'ils recherchaient, les difficultés auxquelles ils étaient confrontés et les freins qu'ils avaient déjà rencontrés, et voir comment ensemble on pouvait imaginer des actions et des stratégies qui permettraient d'attirer les talents dont ils avaient besoin. Donc les entreprises sont vraiment au cœur du dispositif, et c'est sur la base de leurs besoins et de leurs attentes et de leurs suggestions qu'on a imaginé un plan d'action qu'on est en train de construire aujourd'hui, avec du coup un cofinancement bipartite, d'un côté les entreprises, puisqu'on est vraiment dans leur cœur de métier de recruter les compétences, de les aider à recruter les compétences dont ils ont besoin, mais également du coup une forte participation de l'agence, du territoire, de la collectivité, on va dire, parce que ça participe aussi au rayonnement et à la promotion du territoire. Donc aujourd'hui, le plan d'action, elle est embryonnaire. Normalement, il devrait être lancé officiellement en septembre 2021. Donc je manque de recul pour rentrer dans le détail. On est en cours de construction avec les entreprises, mais voilà, ce plan d'action va s'organiser autour de 2 axes principaux. Un axe fort de notoriété du territoire, notoriété de la filière numérique nantaise et notoriété des entreprises, bien évidemment. Pour cela, on va créer des réseaux sociaux spécifiques dédiés à la promotion à la mise en visibilité de l'actualité emploi du territoire et l'actualité recrutement des entreprises. Une présence renforcée sur des médias spécifiques. En l'occurrence, aujourd'hui, on travaille sur un partenariat avec Madines pour permettre une promotion régulière du territoire et des entreprises de la filière à travers des articles, à travers des vidéos. Et on est en train également de structurer un service d'accueil des talents, plutôt porté par l'agence, mais en lien bien évidemment avec les entreprises, pour à la fois les équiper en outils de promotion du territoire, parce que autant évidemment il est du ressort de l'entreprise d'attirer un candidat sur la base d'un projet professionnel, autant il ne faut pas oublier que le candidat, lui, se projette aussi dans un projet de vie, et donc il faut, surtout s'il vient d'une région extérieure, d'un pays éventuellement étranger, il faut qu'il puisse se projeter, lui, sa famille, ses enfants, dans un projet de vie plus global. Et là, c'est un petit peu l'expertise de l'agence de pouvoir du coup à la fois mettre à disposition des entreprises des kits de communication territoire qui leur permettent de faire sur leur site carrière, dans leur campagne de recrutement, aussi la promotion du territoire sur lequel ils exercent leur activité, mais également du coup assurer un service d'onboarding, on va dire territorial, en aidant aussi le futur collaborateur à chercher un logement et trouver un logement, à permettre... Pardon ? C'est le métier que vous faites déjà, ça, accompagnement des...
des collaborateurs, des conjoints, etc., quoi. Tout à fait, c'est ce que l'on fait dans le cadre de nos prospections et d'accueil d'entreprises exogènes, d'entreprises qui viennent d'ailleurs, en France, à l'étranger. Voilà, on les aide à la fois dans l'installation du business, mais aussi dans l'installation personnelle des dirigeants et des collaborateurs qui sont en mobilité professionnelle. Donc voilà, c'est les aider à la recherche du logement, à trouver un emploi pour le conjoint quand celui-ci doit également trouver une activité sur le territoire, à donner des renseignements sur les modes de garde ou la scolarité des enfants. Donc voilà, prendre les besoins du collaborateur dans son ensemble de problématiques, qu'elles soient professionnelles, mais également personnelles. Et puis aussi des actions directement liées au recrutement des entreprises. Donc là, par des outils assez classiques de job dating, évidemment à Paris dans un premier temps, parce que c'est le vivier national dans lequel on envisage de piocher, mais également, on ne s'interdit pas, comme on organise régulièrement des missions à l'étranger, que ce soit au Québec, que ce soit à Londres, d'aller également prospecter des talents potentiels qui auraient envie de revenir en France et pourquoi pas, tant qu'à faire, à Nantes. Donc des job dating ultra ciblés. Oui. Tout ça orienté numérique. Donc, dans un premier temps numérique, effectivement, oui. Voilà, donc des entreprises numériques du territoire qui ne sont pas affiliées à la cantine, par exemple, est-ce qu'elles peuvent exprimer leurs besoins et essayer de contribuer à cette prospection d'acteurs numériques? Oui, bien sûr. À terme, nous on est vraiment l'outil du territoire. Donc, à terme, nous, ce qui nous importe, c'est le développement de la filière numérique dans toute sa diversité. Effectivement, il y a des actions qui sont parce qu'on a commencé, il a fallu initier la démarche et donc on a un fort partenariat avec French Tech et Cantine. Il y a certaines actions parce qu'elles sont cofinancées aussi par ces acteurs-là, par ces réseaux-là, seront en priorité destinées à leurs adhérents, mais toutes les actions que l'on va mettre en place, parce que là, ça ne va pas s'arrêter à l'année 2021-2022, c'est une action au long cours que l'on entreprend, qui va durer 2, 3, 4 ans, plus si nécessaire, notamment parce que des actions de notoriété vont nécessiter du temps avant de porter leurs fruits, mais c'est pour vraiment le bénéfice de l'ensemble de la filière que cela est testé. Et même si on commence petit avec quelques entreprises, on a vocation à irriguer l'ensemble de la filière et à accueillir au sein de ces actions tous ceux toutes les entreprises qui ont besoin de recruter des profils numériques, sachant que voilà, les premières actions seront ciblées sur des profils dev et DevOps pour entrer dans le vif du sujet. Ce sont vraiment les deux profils qui ont été identifiés en priorité, mais qui vont être étoffés au fil du temps, au fil des remontées de besoins des entreprises pour pouvoir s'adapter au mieux aux besoins du territoire. Bon, c'est important que les entreprises du territoire qui touchent au numérique ou qui ont pas forcément des entreprises du numérique, mais qui peuvent avoir besoin aussi de développeurs, d'informaticiens au sein de leurs équipes, soient au courant de cette action, de cet effort, de cette orientation, et puissent vous remonter leurs propres besoins. Ok, merci. Je leur donne rendez-vous en septembre pour le lancement officiel. Ok, Karine. Donc, on essaie à Atlampol d'être en avance de phase et de vous informer de ce qui se prépare. Et on continue dans cette rubrique avec Guylaine. Guylaine qui va nous parler donc des problématiques des projets scientifiques Deep Tech et justement des problématiques de matching. Donc, est-ce que tu peux nous présenter l'état des réflexions, Guylaine? Oui, d'accord. Je commençais pendant que tu mets le PowerPoint en place. Du coup, juste pour resituer l'action de matching, en fait, elle est partie prenante de tout un parcours Deep Tech qu'Atlampol met en place avec ses partenaires. Le parcours Deep Tech, c'est un dispositif qui est financé par les investissements d'avenir et proposé par les 4 technopoles nigériennes et la SAT West Valorisation. Tout ça dans le but de proposer un accompagnement complet et renforcé des entreprises Deep Tech, du sourcing, de la détection jusqu'à la création d'entreprise et le développement, la transformation start-up PME. Donc, on va vraiment couvrir toute la chaîne de développement. Dans le cadre du parcours Deep Tech, donc la slide d'après, s'il te plaît.
on tire, on garde évidemment notre cœur de métier avec tous les, tous les dispositifs d'accompagnement qui ont pu être mis en place au niveau des technopodes et de la SAT. Et on va inclure des nouveaux outils à destination des entreprises deep tech qui ont la particularité d'être plus centrés sur le facteur humain, qu'on n'abordait pas spécialement jusqu'à présent. On était plutôt dans les méthodologies sur le commercial ou la R&D, mais moins sur les ressources humaines. Donc c'est vraiment pour nous un volet important qu'on met en place. Et dans ce cadre-là, moi je vais vous parler plus spécifiquement de l'action Deep Tech Matching, qui est présentée dans la slide d'après. Voilà, le Deep Tech Matching, en fait, c'est un dispositif un outil qui permet d'accompagner de façon individuelle les porteurs de projets des entreprises Deep Tech dans la constitution d'équipes solides, à la fois des équipes dirigeantes et puis le recrutement de postes clés à haute valeur ajoutée. Je ne vais pas m'étendre forcément beaucoup sur l'importance de consolider les équipes dans les projets Deep Tech, puisque ça, on en a bien parlé. On a déjà pas mal parlé, notamment avec Jérôme Guéret, qui mettait vraiment en avance l'importance pour les investisseurs d'avoir en face des porteurs de projets, des équipes constituées, pas forcément complètes au démarrage, mais en tout cas qui ont comme capacité de pouvoir rebondir et traverser toutes les étapes périlleuses d'un projet de création d'entreprise. Et ces étapes périlleuses, elles sont encore plus importantes dans les projets Deep Tech, puisqu'on est sur des projets avec des temps de développement de R&D qui sont très longs, avec un accès au marché qui est complexe, puisqu'on est sur des innovations de rupture, et des besoins financiers, du coup, qui sont démultipliés. Donc, ça va se présenter sous la forme d'une plateforme de mise en relation, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour ça, en fait, pour pouvoir, enfin, ça va au-delà d'une plateforme de présentation, mais le parcours Deep Tech, en fait, il va s'appuyer sur tout un dispositif qui va de l'affichage de l'offre, enfin déjà de l'identification de besoins, de la caractérisation de besoins, et pas forcément du profil, comme pouvait le dire Karine à l'APEC. C'est vraiment arriver à identifier clairement le besoin, et en particulier quand on est sur des profils, des porteurs issus du monde de la recherche, qui ont peu de connaissances du monde de l'entreprise. C'est vraiment d'arriver à identifier le besoin, quel porteur de projet on aimerait trouver, par exemple, ou quel profil clé serait nécessaire pour porter un projet plutôt technologique. Donc, il y a l'identification du besoin, l'affichage du poste, effectivement, sur cette fameuse zone de matching, qui est une plateforme. En fait, c'est un job board qu'on met en place avec la SAT, Ouest Valorisation, qui sera lancé début juin et qui a vraiment pour vocation à être l'outil phare pour recruter des CEO et des profils hautement qualifiés sur des projets d'entreprise Deep Tech. Alors, je crois que c'est un outil qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà depuis plusieurs années dans une autre région. Je crois que... Oui, c'est un outil en fait qui a déjà été mis en place par l'incubateur SAT Lixium à Grenoble, qui a été décliné également sur Lyon et qui est implanté du coup de façon birégionale, à la fois sur la Bretagne et les Pays de la Loire, pour afficher, mettre en évidence les entreprises qui sont créées sur notre territoire. La plateforme, elle a vraiment vocation à recruter des CEO ou des porteurs ou des profils qualifiés pour développer des projets d'entreprise Deep Tech en lien avec les laboratoires. Donc la notion de proximité pour nous est extrêmement importante. Une question, Guylaine, ça s'adresse à des projets au démarrage, on a compris. Est-ce que ça s'adresse à des entreprises comme ICEP ou Oui. Nextflow qui se développent et qui cherchent des collaborateurs pointus? Oui, exact, tout à fait. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? En fait, le Deep Tech Matching, c'est vraiment un parcours. Il faut vraiment le prendre comme ça. C'est pas simplement un outil d'affichage
supplémentaires dans le paysage. Ça va de l'affichage à l'accompagnement des équipes et la constitution des binômes. Donc, on a en fait plusieurs offres qui peuvent être déclinées. Sur les entreprises du réseau qui sont sorties d'accompagnement, qui ne sont plus accompagnées par des technopoles, comme ICEP par exemple, ou Nextflow, on peut proposer un affichage gratuit et faire la promotion des profils recherchés. Donc ça, c'est un job board qui est accessible à l'ensemble des entreprises du territoire. On a une deuxième offre qui est plus poussée, qui est réservée aux entreprises accompagnées, soit des startups en émergence qui ne sont pas créées ou qui cherchent des CEO, soit des entreprises qui sont en phase de maturation, d'accélération. Dans ce cas-là, on va proposer un accompagnement individuel où on va effectivement qualifier, présélectionner les candidats, les qualifier et surtout préparer l'entreprise ou le porteur de projet à recruter et à rencontrer des candidats potentiels. Puisque ça, pour l'instant, si on propose un candidat CEO à un chercheur, en général, le chercheur est assez démuni pour poser vraiment les bonnes questions et sentir l'intérêt de partir en binôme avec telle ou telle personne rencontrée. Donc, il y a vraiment toute une préparation, surtout pour les chercheurs, en amont sur la qualification des besoins et puis la préparation à la rencontre. Okay. Et puis, pour finir le parcours, cette fois, on parle simplement des startups émergentes qui sont dans une recherche de CEO, où là, on a vraiment besoin, et je pense que c'était rappelé par Jérôme et par les témoignages des entrepreneurs, on a vraiment besoin d'avoir une adéquation entre le chercheur et le futur CEO. Donc, on décline en fin de parcours, un parcours découverte qui consiste à travailler à la fois le facteur humain, le facteur relationnel, pour que les parties prenantes apprennent à se connaître et partagent une vision commune du projet d'entreprise et apprennent aussi à communiquer entre eux. Et puis, sur un autre volet, montent en compétences plus opérationnelles sur la définition d'une feuille de route partagée pour la création d'entreprise, la constitution d'un pacte d'associés, voilà, sa culture et développe les aspects plus opérationnels du projet d'entreprise. Donc, un mixte d'outils et d'accompagnement, on a bien compris, ça se lance dès le mois de juin et c'est au niveau régional puisque ça se fait avec la SAT et toutes les technopoles des Pays de la Loire. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Si à la fois candidat et entreprise, si vous avez besoin de trouver des postes ou d'afficher des postes, n'hésitez pas à revenir vers Atlampol sur la partie Loire-Atlantique, Vendée, sur ces deux départements, et nous vous aiderons à afficher ou à vous inscrire sur la Ok. Bon, merci beaucoup Guylaine, merci d'avoir été succincte parce qu'on était évidemment pris par le temps, mais c'était intéressant juste d'annoncer en fait ces dispositifs, autant celui de Nansen-Nazaire Développement que celui de cette plateforme Deep Tech Matching. Voilà, ce sont des outils qui pourront être utilisés dès demain par les entreprises du territoire, voilà, et tout ça va contribuer à leur développement. Il y a d'autres questions, mais on ne pourra pas les prendre maintenant. Sachez elles vont être transmises. Les questions que vous avez rédigées qui n'ont pas pu être relayées seront transmises aux intervenants, donc ils pourront y répondre par la suite. Il me reste à vous remercier tous, participants et intervenants, pour cette formule, avec beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup de petits points clés et très positifs sur les conditions de succès d'une équipe et comment constituer l'équipe gagnante. Voilà, merci beaucoup. Il me reste à vous donner rendez-vous, donc je l'ai annoncé en
en introduction. Ça sera le 29 juin prochain pour la prochaine formule sur les aides de l'ADEME et de l'IFPEN pour toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine de la transition écologique ou qui innovent dans ces domaines. Voilà, merci beaucoup aux intervenants et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Merci. Au revoir.